gens tiennent au lac, ils savent que c'est l'élément principal, c'est le lac. On avait 165 embarcations moteurs sur le lac. On est rendu pas loin de 300. Le gouvernement sort des programmes, des fois, que tu dis, c'est pas réaliste. Si t'es pas capable de faire un esprit d'équipe avec les gens, oublie ça, ta municipalité va mourir. On a un mode de vie, on a une mentalité qu'on veut conserver. Bienvenue à Maires et Mairesses. Dans cet épisode, on va à Lac-Sergent, au nord-est de la MRC de Portneuf, à mi-chemin entre Saint-Raymond et Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier. Comme son nom l'indique, Lac-Sergent est bâti autour d'un lac. Le principal organisme local, d'ailleurs, c'est le Club nautique. Lac-Sergent est une petite municipalité, un peu plus de 500 habitants, et seulement 5 élus au lieu de 7, ce qui est une particularité qu'elle a conservée avec les années. Le maire Yves Bédard a été élu une première fois en 2017, puis en 2021. Quand on l'a rencontré en 2024, il nous a dit qu'il n'allait pas se présenter de nouveau. Il a aménagé à Lac-Sergent en 2014. Ce n'est donc pas un natif de l'endroit, mais il arrivait avec un bon bagage de gestion. S'il s'est lancé dans l'arène politique, c'est à cause d'un dossier bien précis qu'il voulait régler. On était venu me dire que possiblement que je devrais défaire toutes mes installations que je venais de construire pour me brancher un réseau d'égouts. Puis j'ai un de mes voisins qui est venu me voir pour dire, ben là, savais-tu qu'il voulait construire l'usine à côté de chez nous? Fait que c'est là que je me suis impliqué un peu plus sur savoir un peu c'était quoi le projet, à quoi ça consistait. Puis il y a un groupe de citoyens qui sont mis en place. Ils m'ont demandé de les aider à se structurer. Finalement, le projet a été rejeté par les citoyens. Fait que pour moi, mon travail avait été fini. J'avais plus d'autres choses à faire là-dedans. Puis j'ai quelqu'un qui est venu me voir pour me demander si je pourrais me présenter comme maire dans la ville de Lac-Sergent. J'ai dit, j'ai aucun intérêt là-dedans, ça m'intéresse pas. Fait que le monsieur, il insistait. Fait que finalement, j'ai dit, écoute, si tu t'intéressais à ce que j'aille maire, j'ai dit, montre que toi, tu veux. Le monsieur avait 74 ans, un de mes conseillers. J'ai dit, la journée que tu vas mettre ton nom sur un bulletin de vote, j'ai dit, moi, mettre le mien avec. Une demi-heure après, il est revenu avec son bulletin de vote signé, c'est approuvé par la ville, puis il dit, ben, regarde, j'ai fait mon bout à cette heure, embarque. Vous comprenez que ce dossier des égouts était en lien direct avec le lac, comme à peu près tout ce qui se fait à Lac-Sergent. Il fallait préserver la qualité de l'eau. Mais mettre des fosses septiques aux normes, ça coûte cher. Ça partait de 10 000 pour une fosse totale à 40 000 pour un tertiaire. C'est de l'argent. Ça a été un bon défi pour s'assurer que tout le monde le comprenne, qu'on avance à une vitesse qu'on peut le gérer, puis qu'on était aussi strict dans l'application. On a eu plus de 300 résidences qui ont fait une mise aux normes des installations septiques sur 4 ans. Vous n'avez pas eu de protestation. Tout le monde a collaboré. La ville, on a travaillé avec les gens pour trouver des solutions. Quand il y avait des cas spécifiques, on l'a fait. Les gens tiennent au lac. Ils savent que c'est l'élément principal, c'est le lac. Ils veulent sa sauvegarde, ils veulent en prendre soin. Comme la qualité de l'eau du lac ne dépend pas seulement des fosses septiques, il a fallu aller plus loin, jusque dans les fossés qui bordent les chemins. Il y a eu un groupe d'une vingtaine de citoyens qui ont eu pas loin de 15 à 20 réunions durant l'année pour participer, donner leurs idées, échanger. Puis je vous dirais, c'est les gens de la CAPSA ont fait un travail exceptionnel là-dedans pour réussir à faire de la concertation avec tous les gens qui étaient là. Ils nous ont donné un rapport avec une 60aine de plans d'action. Quand on a eu 60 plans d'action, les gens étaient là. OK, on fait quoi? J'ai dit, on les fait toutes. Fait qu'on est parti avec le plan, mais on a dit, on les priorise. Puis ce qu'on voyait, c'est plus tu avançais, plus les gens participaient. Il y avait la station de lavage d'État 1. Puis la restriction sur les bateaux pour s'assurer que les bateaux s'en viennent tous du côté d'un point d'entrée qui était la descente à bateau. On a implanté pas loin d'un 60-65 trappes à sable. C'est quoi, ça? Des trappes à sable, c'est soit des puisards ou dans les fossés, tu aménages des secteurs où l'eau se décante pour permettre au sable de s'accumuler. Auparavant, quand on faisait le nettoyage des fossés au printemps, on ramassait peut-être 14 tonnes au total. À cette heure, on le ramasse 2 fois par année. On ramasse peut-être 35 tonnes. C'est tout du sable qui s'en allait là, vers le lac et autres qu'on a réussi à intercepter. Ça, c'était dans les plans, tous les tests au niveau de l'eau du lac, les tributaires, les validations chaque année, à rendre les tests d'eau plus disponibles, plus abordables. Est-ce qu'il y a des tests aussi pour les sorties de fosses septiques, là, par exemple? Oui, ça, on a d'autres réalisations. Pour un exemple, à chaque année, on a nous autres, quand on fait la tournée annuelle, notre employé suit le camion. Fait que des fois, les gens disent « Pourquoi vous suivez le camion? » C'est parce qu'à chaque année, on trouve des anomalies qui sont faites. Il y en a, c'est des gens qui veulent tricher. Il y en a d'autres qui ont des systèmes qui ont été mal faits. Fait qu'on les corrige tout en s'en allant.
On a un petit programme en place qui nous dit le nombre de fois que chaque résidence a vidé sa fosse durant l'année. Fait qu'une résidence qui n'a pas été vidée durant l'année, il y a un problème à quelque part. Okay. Il fallait aussi discipliner les propriétaires de bateaux à moteur. En 2018-2017, on avait 165 embarcations moteurs sur le lac. En 2024, on est rendu pas loin de 300. Fait qu'on a fait beaucoup de mises en place. Sur un exemple, sur le lac, on a des bouées qui sont placées de façon systématique à 30 mètres des rives à chaque année. On a le code d'éthique qui est amélioré aussi avec les citoyens pour dire voici ce que les gens devraient faire. Je dirais que c'est respecté par la majorité des gens. Malheureusement, il y a une petite minorité qui fait qu'ils peuvent détruire tout ce que les autres ont fait. C'est pour ça qu'on travaille présentement avec Transport Canada pour l'émission de 2 restrictions à navigation. Un des avantages des petites municipalités, c'est que tout le monde se connaît. Les élus peuvent donc plus facilement sonder l'opinion de leur population sans nécessairement faire de vastes consultations. Dans le conseil, voyez-vous, j'ai 2 conseillers qui ont passé leur vie au lac. Ils connaissent à peu près tout le monde. Ces gens-là prennent une marche, ils voient du monde, puis ils vont dire tout de suite, il y a quelque chose qui accroche. Puis des fois, on fait juste des petits ajustements qui fait que ça fait l'affaire à tout le monde. On essaie de faire des consultations restreintes. Parce que souvent, les gens font tendance à faire ce que moi j'appelle des consultations at large. Puis là, souvent, tu as ce que j'appelle des spécialistes ou des professionnels de la consultation. Ce qu'on essaie de trouver, c'est d'identifier des gens qui ont un lien avec ce qu'on veut faire, puis on l'améliore. Un exemple, tout le parc qui est ici, c'est un citoyen qui est venu me voir une fois, puis qui me dit il manque de sport, il manque d'effectifs. Il est arrivé avec un projet qui avait 56 choses dedans. On a réussi à retrouver 6 ou 7 citoyens qui avaient de l'intérêt. Il y en a un là-dedans, c'est mon monsieur tennis. Il a eu la chance de donner son opinion sur comment on l'aménage, qu'est-ce qu'on fait. Puis après ça, il a pris le lead aussi sur l'organisation. L'exemple du tennis montre bien que dans une petite agglomération comme Lac-Sergent, qui n'a que 3 employés et un petit budget, il faut pouvoir compter sur l'aide des citoyens et citoyennes pour mener certains projets à terme. Parfois d'ailleurs, ça peut aller très loin, comme quand on a transformé la chapelle en salle communautaire. On a réussi à garder un cachet de la chapelle à l'intérieur d'une salle communautaire. Puis là-dessus, c'est les gens de la place qui ont eu une grosse contribution, parce qu'entre autres, on a récupéré tous les bancs, le bois des bancs, pour faire les murs à l'intérieur de la chapelle. Fait que c'est déjà là. Les escaliers qui montent au 2e sont bâtis avec le bois des bancs. Tous les bénistes qui ont récupéré les bancs, c'est son arrière-grand-père qui avait construit la chapelle. Okay. Même chose que celui qui a fait toute la structure intérieure, c'était celui qui entretenait la chapelle depuis à peu près 30 ans, qui faisait réparation à l'intérieur, c'est lui qui a eu le contrat. Fait que c'est des gens de la place qui avaient déjà une histoire, puis qui ont voulu garder l'histoire ou le cachet à l'intérieur de la chapelle. Mais cette implication des citoyens et citoyennes, il faut aller la chercher. Le maire Yves Bédard est d'avis que la meilleure façon d'y arriver, c'est de donner l'exemple. Si je me promène les 2 mains en l'air en disant « il faudrait que quelqu'un fasse ça », souvent, ça ne se réalise pas. Fait qu'un exemple, la première journée où on a travaillé dans les jardins communautaires, il y avait 2 personnes qui avaient une masse et des clous qui transportaient des 6 par 6. C'était moi et un conseiller. Quand on a fini le jardin, on était une trentaine de personnes qui travaillaient. Puis ça te permet aussi en même temps de connaître ton monde. Fait que le fait de tu travailles avec le monde, tu partages des expériences, puis d'apprendre aussi qu'est-ce qu'ils désirent ou quels sont les autres changements qui seraient désirés. Ça, c'est permis pour un maire d'aller faire du bénévolat sur son terrain? Bien, ce que je cherche, le bénévolat n'est pas interdit. Je peux être bénévole. Je suis un citoyen bénévole. Mais ça, les gens, les bénévoles qui sont avec le bénévole M. Bédard, ils savent que M. Bédard est le maire en même temps, fait qu'ils doivent poser des questions. Bien, des fois, le bénévole aide à prendre des décisions plus rapides que d'autres bénévoles. Oui, c'est ça. Ouais. Ça te crée un esprit d'équipe, un esprit de famille que tu n'aurais pas autrement. Parce que si tu fais juste des activités organisées, que les gens s'inscrivent, puis ils se présentent, puis ils s'en vont, c'est fini. Tandis que là, les gens qui veulent l'organisation, s'ils ne s'impliquent pas, bien, elle n'existe pas. Est-ce que c'est ça le principal défi dans une petite municipalité comme la vôtre? Moi, je vous dirais, c'est l'implication du monde. Si tu n'es pas capable de faire un esprit d'équipe avec les gens, de les amener à dire que c'est le sentiment d'appartenance au secteur, oublie ça, ta municipalité va mourir. La contrepartie, c'est que ça demande du temps. Les maires des petites municipalités ne travaillent pas nécessairement moins d'heures que ceux des plus grandes villes. Yves Bédard s'implique, par exemple, dans la lutte contre le myriophile à épis, une plante envahissante qui menace la survie même du lac. «
On a commencé en 2019. On a eu notre certificat du ministère de l'Environnement pour pouvoir travailler dessus. Il y a des gens au ministère qui me disaient oh, « C'est un cas perdu, vous ne pourrez jamais réussir à faire ça. » Je disais « On va s'essayer, on va voir ce que ça donne. » J'ai 30 citoyens qui travaillent et qui viennent de faire leurs 4 heures de façon sporadique, 4 jours semaine. J'ai mon travail de maire, puis j'ai la personne bénévole. Okay. Fait que le bénévole, des fois, il en fait plus que le maire dans une semaine. Fait que des fois, ça fait des bonnes semaines de travail. Genre 40, 50 heures? Dépendamment de la durée. Comme un exemple, quand c'est le temps des toiles de jute, c'est sûr qu'on travaille à plein temps avec les bénévoles pour la planification, la mise en place, etc. Puis après ça, on s'en vient faire notre tour à l'hôtel de ville. Puis on fait des sauts de jobine d'un bord et de l'autre. Beaucoup de maires et mairesses nous ont vanté les mérites du partage des services entre les municipalités. Mais Yves Bédard est d'avis que c'est une arme à 2 tranchants. Le gouvernement offre des programmes de partage de ressources ou de nouveaux programmes de services. Fait que pour la durée du programme, c'est payé à 50 ou 75 % par le gouvernement pour les 2 ou 3 premières années. Fait que là, tu crées le service, tu crées la mise en place, sauf que quand il se retire, là, il faut que tu le payes. Oui. As-tu les moyens pour le payer? Puis si tu n'as pas les moyens, bien, comment tu l'assumes? Ça, c'est une façon, que je vous dirais indirecte, d'amener les municipalités à se fusionner. Est-ce que vous pensez que Lac-Sergent est voué à être absorbé à un moment donné? J'ai offert à Ville de Saint-Raymond de se fusionner avec nous autres. Et jusqu'à la date, on est capable de subsister encore, puis les gens veulent garder leur identité. On a un mode de vie, on a une mentalité qu'on veut conserver. Un des atouts de Lac-Sergent, selon Yves Bédard, c'est le fait qu'il n'y ait que 4 conseillers. Ça accélère les décisions. Au lieu d'attendre un mois, la décision se fait en 1 semaine. Mon quorum est de 3. Fait que tu fais un appel téléphonique, les 2 autres peuvent pas être là, mais ils sont au courant, ils disent c'est beau. Tu fais la réunion avec les 3, puis on procède. C'est une réunion publique officiellement, là, normalement. C'est une réunion publique, on l'annonce, on t'annonce 24 heures à l'avance, tu fais ta réunion, puis tu dis OK, bingo, voici ce qu'on a décidé, voici ce qu'on fait. On a aussi abordé la question de la quête des subventions et de la dépendance des municipalités face au gouvernement du Québec. Je vous dirais, c'est le gros du travail du maire puis du conseil. Ça a été de dire, OK, on voit tous les programmes qui existent. Puis si tu as un plan d'action, bien, tu sais, est-ce que ça fit avec ta stratégie? Oui, ça demande de l'effort, mais de l'autre côté, ça t'oblige à te développer et à te dire, voici ce que je fais. Tu sais, un exemple, je regarde cette année, on vient d'avoir nos techs. Dans la tech, cette année, tout le monde a été coupé. On a été coupé d'à peu près 15 %. Mais le 15 %, tu pouvais aller chercher 5 % si tu t'inscris à un programme de gestion des actifs. Puis si notre plan de gestion des actifs est fait, il nous donne un 10 % additionnel. Fait qu'on récupère notre 15 %. Fait que c'est une façon indirecte qu'ils ont probablement eu de nous forcer à forcer les municipalités à se gérer un peu plus. Mais moi, je perçois ça un peu comme paternaliste. On a l'impression qu'ils vous traitent comme des enfants, puis ils doivent vous surveiller, puis vous forcer à faire vos devoirs, là. Puis oui, c'est vrai, c'est paternaliste. On dit je veux pour mon autonomie, etc. Mais dans la gestion de biens publics, est-ce que tu ne dois pas avoir un petit côté paternaliste si tu veux pas que les gens dépensent à mauvaise place? Yves Bédard est d'avis qu'il faudrait au moins rationaliser la façon de coordonner les municipalités, avec des programmes mieux adaptés, une façon de comparer les administrations entre elles et peut-être même des barèmes pour les salaires. Ce qui manque entre les municipalités, c'est des indicateurs clés. Puis ça, les villes ont refusé de les avoir. Si on avait des indicateurs comparatifs, ça te permet de dire, OK, est-ce que ce que je fais, je le fais de la bonne façon? Donnez-moi un exemple d'indicateur. Un exemple, mon coût de voirie. Moi, mon coût de voirie, là, pour à peu près, pour mon 10 km de rue, est à 400 $ du kilomètre. Puis le coût de voirie de la ville voisine, qui a aussi à peu près la même grandeur, lui est à 600 $ du kilomètre. Tu te dis, OK, c'est quoi la différence? Pourquoi lui, ça coûte plus cher que l'autre? Les municipalités ont refusé ça? Bien, c'est que les villes n'aiment pas être comparées. Tu sais, un exemple, penses-tu que la mairesse de Montréal aime se faire comparer avec la ville de Québec? Mais quand on gère des biens publics, il faut... Mais c'est parce que tu as une administration. Il n'y a pas de normes telles quelles qui existent. Puis quand tu regardes les salaires syndiqués ou municipaux, bien, pourquoi que c'est si élevé que ça? C'est rapport de force. Parce que ton maire n'est pas là longtemps. Le dirigeant qui décide est là juste pour 4 ans. Fait que quand tu viens pour négocier, bien, si tu veux garder la paix, c'est plus facile des fois de donner que de tirer à la couverte et de dire « je tiens mon bout ». C'est pour ça que quand on dit, là, oui, j'ai besoin de plus d'argent,
C'est comment tu vas le contrôler. C'est peut-être dans justement plus de liberté, peut-être que ça serait plus... on aurait un meilleur Mais service. c'est tout ce bout-là, c'est le contrepoids entre les deux là, qui n'est pas évident. Pour finir, je lui ai évidemment demandé pourquoi il quittait la politique. Le deuxième mandat, j'ai hésité à revenir. C'est parce qu'on avait le projet d'égout qui commençait. Puis j'ai dit, OK, je peux pas les laisser aller, je vais rester avec eux autres pour le mener à terme. Là, il est mené à terme. Je vais aller prendre ma vraie retraite. Là. Pourquoi? Ça vous attire plus? Ça vous... Non, c'est juste parce que je me connais. Là, je suis quelqu'un qui est un petit peu workaholic. Là. Et si je demeure maire, je pourrais pas dire je fais ça à temps partiel 20 heures semaine. C'est pas dans ma nature. Puis je vous dirais, moi, personnellement, après 2 mandats, ça prend un peu de renouveau. Il faut que les gens arrivent avec des choses différentes. Puis je pense que pour la municipalité, ça va peut-être être une bonne chose. Voilà, c'est tout pour cet épisode. À la prochaine.